c'est très simple. Le bon moment, c'est maintenant. C'est juste maintenant. Si tu t'y es pas intéressé, c'est maintenant. Aujourd'hui, pour 10 balles par mois, tu commences à faire des petits placements, tu peux acheter des petites cryptos, tu peux faire des trucs sur des tas de sites internet. Plus tard, c'est trop tard. Tu peux tout prévoir en l'occurrence. Et donc, il faut juste un moment s'y atteler un minimum pour se dire, OK, attends, là, dans les prochaines années, il va y avoir ça, là-dessus, machin, etc. Et plus tu te prévois, moins ça te coûte. C'est ça le truc de ouf. Si tu décides de te laisser aller, bah, en fait, tu vas pas avoir le cash dispo au moment où tu vas devoir payer les études de tes enfants ou la maison de retraite de tes parents. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas emprunter. Ça va te coûter 5% par an, minimum. Alors que si tu le fais en amont, ça va te rapporter 5%, peut-être 8-10% par an, si tu le fais au bon moment sur les bonnes choses. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Stéphanie, qui est un serial entrepreneur à succès qui, en plus de ses activités professionnelles, a pu réaliser de nombreux investissements, notamment immobiliers. Alors, on va découvrir comment il a investi à titre personnel, on va dire la méthode la plus classique, mais également à titre professionnel via des investissements dans sa société. En fin d'interview, il nous donne également quelques conseils pour bien se lancer dans sa vie d'investisseur. Alors, si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir les notifications lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Merci à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver Mathieu Stéphanie. Bonjour Mathieu. Salut, ça va? Ouais, très bien. Écoute, ravi de te retrouver de l'autre côté du micro cette fois. Tu es évidemment un entrepreneur à succès, un hôte de podcast reconnu dans toute la France et la Navarre. Pourrais-tu peut-être, pour commencer cette interview, voilà, revenir un petit peu sur ton parcours, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Avec plaisir. Merci, hein, Clément, de me recevoir. Tu connais mon. Je crois nous, on a déjà enregistré 2 fois sur la martingale, hein, c'est ça, non? Il me semble. Deux fois, Ensemble. absolument, ouais, Dont tout à une fait. fois récemment, voilà, dont une fois récemment, et je suis avec admiration l'évolution de Louvain-Best et voilà, beaucoup d'empathie et de sympathie. Écoute, ben oui, je suis Mathieu Stéphanie, j'ai 44 ans, je suis entrepreneur depuis 2005 déjà. Dans la tech uniquement, j'ai fait que des entreprises dans la tech, à part, on y reviendra, mais de quelques SCI, un peu d'immobilier quand même, co-living, co-working, des choses comme ça. Personne n'y Euh, coupe, hein. et Ouais, 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 on finit toujours par voilà, mais j'ai toujours ce petit amour pour l'IMO. Et puis voilà, je suis parisien depuis 1997. J'ai grandi à Cherbourg avant. Je suis d'origine corse. J'ai 3 enfants et j'essaye de prendre. Non, je n'essaye pas. Je prends depuis assez longtemps le contrôle de ma vie et j'essaye cette fois-ci de diffuser les messages et d'aider les gens, en tout cas qui le veulent et que ça intéresse, à prendre le contrôle de la leur grâce notamment à 2 podcasts et à des invités extra. Un qui est Génération Do It Yourself qui permet de s'ouvrir les chakras en écoutant des personnes qui se sont lancées. Je pars d'une thèse qui est qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente et qu'en fréquentant les meilleurs de chacun des secteurs, de la cuisine avec Alain Ducasse ou Thierry Marx, à l'humour avec Gad Elmaleh, et bientôt, en l'occurrence, je vais avoir... pardon, j'ai eu un gros trou de mémoire. Ah, comment s'appelle-t-il? Je suis nul tout d'un coup. En plus, Kev Adams, avec qui voilà, je n'ai pas sorti encore l'épisode, avec Kev que j'ai enregistré la semaine dernière, que je sors cette semaine. On fait évidemment plein d'entrepreneurs dans la tech, dans l'IA. Stan Pollu, un épisode très très cool récent. Voilà, et l'idée c'est de comprendre comment progresser. Je travaille beaucoup le comment. Et l'autre qui est la martingale dont on parlait tout à l'heure, qui est plus, c'est aussi prendre le contrôle de sa vie, hein, mais c'est bah, comment la financer parce que la finance personnelle, en fait, moi, in fine, l'argent, je m'en fous, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est plus la liberté que ça me donne. Et moi, je veux être quelqu'un de libre. Et je pense que les gens qui s'intéressent pas à l'argent, en fait, finalement, à un moment, bah, ils ont tout à fait le droit. D'ailleurs, hein, en l'occurrence, je suis très. Je sais pas si je suis libertarien, mais en tout cas, chacun fait ce qu'il veut, c'est son problème. Cela dit, je pense que souvent, ils finissent par être un peu victimes de s'enfermer soi-même dans des choses qui veulent pas forcément vivre parce qu'ils sont pas suffisamment émancipés. L'argent émancipe. C'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai découvert avec la martingale. Donc voilà.
Ouais, la fameuse liberté financière. Alors peut-être avant qu'on aille un peu plus sur le cœur du sujet, qui est vraiment ta philosophie d'investissement, tu as aussi, es aussi un créateur de start-up, en plus d'être un créateur de médias, de contenu. Je ne sais pas exactement comment tu décris cette activité sur les podcasts. Tout à fait. J'ai créé au total, en tout cas, j'ai créé ou participé à la création d'une quinzaine de startups, dont une dizaine sur les 10 dernières années au moins. J'ai notamment, alors la dernière en date, c'est pas une startup, la dernière venture dans laquelle je suis rentré quasiment à son origine, quand je disais participe à la création, là, c'est ovni.vc, qui est un fonds de capital risque dans lequel on va lever près de 50 millions d'euros et dans lequel on donne une possibilité à tout le monde de venir participer avec nous à nos investissements en plus en négociant une poche pour ma communauté, mais les communautés de mes podcasts, grâce à Roundtable. Je ne sais pas si tu connais Roundtable, qui est un moyen de faire Ouais. des véhicules d'investissement. J'ai créé Alvo.market l'année dernière, qui est une place de marché euh, pour, euh, pour Entreprise non racheter et cotée. vendre, exactement, pour acheter et vendre des entreprises. Donc, tu peux acheter des sociétés de 50 000 à 15 millions d'euros. Sur Alvo.market, on a près de 500, je crois, plus de 500 aujourd'hui entreprises à vendre désormais. Et on en vend désormais entre 5 et 10 par mois hein, déjà. Donc, c'est quelque chose d'assez important au bout d'un an. Waouh. On va faire une Ah seconde ouais. levée de fonds l'année prochaine. Et puis, voilà, Orso Media, Ocus, qui est une des grosses plateformes leader mondiales sur les shootings photos pour des agents immobiliers, pour Uber Eats, pour TripAdvisor, Booking, etc. Quand on l'a revendu, nous, la boîte devait déjà faire 600 ou 700 shootings par jour il y a quelques années. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pourrais t'en citer d'autres au barbershop et au bureau. Voilà, des sociétés dans lesquelles on est resté pour certaines 2, 3 ans, d'autres moins, d'autres plus. Eh ben, écoute, félicitations, parcours hyper riche. Et alors peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet, créateur de start-up, créateur de podcast, également investisseur, comment a commencé ton parcours d'investisseur? Finalement, tu nous parles de liberté financière. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé quand tu as commencé à peut-être bien gagner ta vie avec les boîtes que tu crées? Est-ce que c'était même un sujet qui est arrivé presque avant ou de manière concomitante? Quel a été le déclic pour toi sur l'investissement à titre personnel? Il y a eu plusieurs vagues. Moi, je regardais, alors je suis un enfant, on va dire, des années 80, tu vois, donc dans les années 80, euh, les grandes icônes de l'investissement, c'était la bourse, c'était les traders, c'était Wall Street, c'est ce qu'on a vu, le loup de Wall Street, etc., etc. Tu avais des films, Michael Douglas, il y avait des choses comme ça. Donc moi, j'ai vu un peu ça plus petit. Je trouvais ça intéressant et rigolo. Dans les années 2000, quand j'ai commencé à bosser, je me suis intéressé à un peu la bourse et puis j'ai vite pris les subprimes et donc je me suis un Ça peu t'a calmé. un peu refroidi. Voilà. Bon, il se trouve que je faisais pas n'importe quoi. Je m'y intéressais assez jeune. Ah, tu sais que pour la petite histoire, mais moi j'ai le souvenir à 12, 13 ans, même pas 10 ans, 11 ans, de regarder les introductions de Eurotunnel. À l'époque, tu regardais, je passais vraiment pour un vieux con, mais tu regardais sur la presse tous les jours la cotation. Ouais, Tu bien avais sûr. des pages de journaux, dans le Figaro Saumon Économie, tu voyais la cote, c'était pas du tout en direct. Il fallait aller sur le Minitel, ça coûtait cher. Enfin, ouais, rien que le Minitel, j'ai vraiment, bon, je me suis suicidé socialement là. Et du coup, non, je m'intéressais à ça quand même. Et heureusement, je suis pas allé sur Eurotunnel. J'ai fait une belle. Alors, c'est l'ironie de l'histoire. J'ai fait une très belle opération en bourse dans les années 2000 sur Orpea, figure-toi. Je Hmm. suis rentré sur l'introduction en bourse et j'ai dû faire un x10 ou un truc comme ça. Et puis je l'ai revendu parce que, Au en bon effet, moment, avec les. j'espère. Ouais, bah, il y a bien, bien longtemps. J'ai revendu au bout de quelques années, mais donc il y a plus de 10 ans avant que ça implose. Et puis, en fait, tu vois, c'était la folie bourseau à l'époque. Tu avais des jeux de bourse au début des années 2000. Au début, tu t'y mettais vraiment à l'origine en faisant des jeux comme ça. Et puis. Et puis j'ai arrêté parce qu'en fait, bah, tu vois, s'est rétamé et tout le monde a arrêté, tous les Français ont arrêté. La deuxième chose, donc après ça m'a calmé, la deuxième chose que j'ai faite, qui était là pour le coup plus intelligente et puis plus long terme, c'est que j'ai acheté un premier appart en investissement en 2009.
Donc là, c'était après la prise des subprimes et on était vraiment au fond de Mhm. au fond, au moment de l'éclatement de la bulle immobilière à ce moment-là, il y a vraiment une. Et donc, j'ai pu acheter quelque chose qui était plutôt aux alentours de 5 000 du mètre dans le 18e à Paris. Donc, j'ai fait une belle affaire. Et là, Plutôt je pas vais mal, ouais. enfin, je l'ai pris sur 15 ans. Donc, sur un. Alors, à l'époque, les taux d'intérêt étaient à près de 5%, hein, mais je l'ai pris sur 15 ans. Donc, je vais arriver là en 2024 à la fin de mon crédit. Et donc, c'est assez intéressant aussi d'arriver pour le premier crédit d'Invest. Donc, ça veut dire que je vais pour la première fois toucher vraiment les loyers intégralement d'un premier Invest. Ça fait quelque chose quand même parce que c'est un Ah, mais bel c'est appart. clair, ouais. Mhm. Et alors, il se trouve que je le refais intégralement en ce moment. Donc, en fait, je vais quand même ça me coûte très cher. On pourra en parler, mais les prix de la rénovation sont très très chers dans Paris Intramuros depuis quelques temps. Et puis après, j'ai un peu fait une pause. J'avais plus vraiment d'argent. Comme tout entrepreneur, tu connais probablement ça, Clément, mais je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais je Un passe ma petit peu, ouais. vie à racler mes fonds de tiroir. J'ai jamais de cash. Mais même encore aujourd'hui, parce que je passe ma vie à tout investir tout le temps. Là, je suis totalement all-in pour l'année à venir sur OVNI, tu vois. Ça fait partie de mon engagement dans OVNI, c'est que je voulais avoir du skin in the game. Donc, je vais dire à toutes les communautés autour de Génération Litursel de la Martingale d'investir avec nous. Mais moi, si on perd de l'argent, j'en perdrai aussi. Bien sûr, ouais. Donc, c'est vraiment l'idée. Et donc, je passe ma vie à être all-in, mais en gros, c'est le lancement de la Martingale en 2019 où je me suis dit, bon, à un moment, Mathieu, il faut quand même que tu t'arrêtes d'avoir 100% de tes actifs. Alors, j'avais mon appartement à moi plus cet appartement d'Invest. T'arrêtes d'avoir 100% de tes actifs dans tes boîtes et que tu commences à faire des choses en dehors. Donc 2019, et puis je me suis dit, j'y connais rien, je me lance, je fais un podcast pour essayer d'apprendre. Et puis c'est devenu le plus gros podcast sur les finances perso, donc c'est intéressant. Bah ouais, c'est assez excellent. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de se poser la question, tu vois, la martingale, finalement, tu as très clairement trouvé un public de personnes qui sont intéressées par l'éducation financière. Est-ce que avant de créer la martingale, tu avais peut-être des ressources? Alors, tu parlais là des pages du Figaro économie ou des pages boursières, mais finalement, avant YouTube, avant les podcasts, on faisait comment pour s'éduquer financièrement? Mais en fait, c'était un peu le sujet de la martingale. C'est qu'à ce moment-là, moi, ça faisait 2 ans que je faisais mon autre podcast Génération It Yourself. Et j'ai commencé à essayer de chercher. J'ai écouté un podcast américain qui était pas mal, qui s'appelait Invest Like the Best. Je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal. Tu le connais, non, ou pas? Non, qui est Non, vraiment alors très là, bien. Et je me suis dit, non, mais attends, en fait, en français, il y a, je sais pas si je peux les citer, mais bon, il y a le revenu, il y a, je sais pas si c'était un truc sur, j'allais dire valeurs actuelles, non, ça n'a rien à voir, ça. Enfin, tu sais, vraiment des sites d'investissement, et des médias d'investissement qui étaient des magazines pour des personnes âgées, quoi, quasiment. Et donc, ouais. je me suis dit, non, il faut un truc dans lequel on se tutoie, on se parle comme toi et moi, et on va avoir un ton vraiment enfin, Léger, ouais. différent, léger, jeune, de notre génération. En fait, ce qui est fou, c'est que moi, alors, je travaille dans les médias depuis très longtemps, presque toujours, et finalement, bah, si ton contenu, il se parle entre personnes, alors il se trouve que là, j'ai un costume et j'ai pas la cravate, mais je vais la mettre après, mais généralement, c'est pas le cas, c'est juste que je vais à l'opéra ce soir. Mais sinon, tu vois, si tu t'habilles comme des vieux, que tu parles comme des vieux, que tu fais venir que des vieux, et que, bah, à un moment, ceux qui vont t'écouter Tu ou te lire, ce n'intéresses que sont que les des vieux, vieux. quoi. Exactement. Donc, il fallait essayer de faire autre chose, te mettre sur des médias plus jeunes, le podcast, puis YouTube, puis TikTok, puis Insta, et puis en fait envoyer des messages qui étaient différents, avec le sourire et puis quelque chose de très activable, tu vois. À chaque épisode, tu vas apprendre quelque chose, quoi. Hmm. Oui, et puis d'accessible aussi. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, souvent dans l'éducation financière, il y a une question de jargon, en fin de compte. Ouais, mais c'est Alors, un c'est enfer. pas étonnant. C'est que tu as toutes les professions un peu techniques sont obligées de créer un jargon parce que ça leur permet de faire une économie de temps, de mots dans les échanges entre experts énormes. Mais en fait, ça fait super peur. C'est-à-dire que tout à coup, on parle de TRI, de renta, de dividendes, etc. Et rapidement, on peut se dire, mais en fait, de quoi on parle, quoi.
Non, c'est ça. Et donc, tu as complètement raison. Il y a des moments après, tu as raison, c'est pour économiser du temps. Il y a aussi des moments où tu as l'impression que c'est un peu Un jeu presque, ouais. pour avoir l'air très savant, quoi. Et alors, moi, je m'acharne à réexpliquer les anglicismes, les acronymes à chaque fois, quitte à être un peu relou. Mais je veux vraiment qu'on comprenne de quoi on parle, tu vois. Et quand on va te parler des dividend kings, quand on va te parler, comme tu dis, de TRI, quand on va te parler ben, je sais pas moi, de compound interest, etc. Même les intérêts Ouais, composés, de tu stock vois. options, en fait, Ouais, il y a exactement. tous ces termes-là qui sont compliqués. Exactement. Et donc là-dessus, je m'acharne à essayer d'expliquer les choses simplement pour que tout le monde comprenne et puis progresse à chaque épisode, quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'important. J'essaie de faire quelque chose d'assez court et encore une fois très activable, quoi, avec des gens. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que bon, vous êtes au cœur de tout ça avec Louvainvest, mais tu vois, récemment, je fais un épisode avec Cyril Chiche de Lydia. Euh, Cet épisode, en fait, tu vois que la technologie a évolué tellement vite. Enfin, je parle de Lydia, je ne suis pas sponsor Lydia, hein, j'ai des sponsors. Je crois que vous allez en faire partie un jour d'ailleurs, mais Absolument, euh, ouais. merci. Mais j'ai des sponsors comme eToro qui permettent de faire des trucs de ouf, tu vois, notamment le copy trading. Il y a Lydia, il y a Finari qui n'est pas un sponsor. Je ne parle pas que de mes sponsors, tu vois, mais en fait, tu as des trucs de ouf en ce moment qui te permettent de faire, tu vois, Lydia quand même. Pour ta gestion financière quotidienne de famille, mais c'est le turfu en fait. C'est vraiment de la folie. Sur ta carte bleue, pour tes comptes communs, tu peux créer un compte sur lequel tu vas avoir, bah, je sais pas moi, juste tes dépenses d'énergie ou juste ton électricité ou juste ton gaz. Ouais. Et puis avec un IBAN spécifique et que pour ça et sur lequel tu vas mettre tu vois, les stratégies des petites enveloppes à l'ancienne de grand-mère, tu peux les moderniser de ouf et faire des stratégies qui sont très très efficientes quoi. Et donc tout ça, Mm. ben, il y a à la fois des techno, enfin des méthodes qui sont ancestrales. Et il y a aussi maintenant des outils qui sont très récents, des usages, des nouvelles choses. C'est passionnant. C'est vraiment un univers passionnant. Et alors, du coup, ça m'amène un peu à la question d'après, qui était de réfléchir à, d'après toi, le sujet des finances perso, finalement, c'est quand le bon moment pour s'y intéresser? Est-ce que c'est quand on commence à travailler? Alors là, tu nous parlais Non, de tes expériences quand non, tu étais le bon moment, adolescent, mais c'est très simple. Le bon moment, c'est maintenant. C'est juste maintenant. Si ok. tu t'y es pas intéressé, c'est maintenant. Et si tu t'y intéressais avant, c'est maintenant pour t'y intéresser encore plus. En fait, plus tard, c'est trop tard. Et ça, je le vois, mais même dans les décisions de ta vie, quand tu commences à avoir une idée, à te dire, alors il y a des choses, il faut prendre le temps de la réflexion, analyser un peu le terrain, etc., etc. Évidemment, je dis pas que c'est maintenant qu'il faut investir. Je dis que c'est maintenant qu'il faut Hmm. s'y intéresser. Il faut investir assez vite. Il faut être dans l'activation, quitte à investir des toutes petites sommes. Ce qu'il faut absolument pas, c'est prendre des décisions à la hâte et surtout dans le monde de l'investissement, prendre des décisions euh, sous la pression. Parce que là, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai appris. Quand quelqu'un me fout la pression pour signer un truc maintenant, tu lui dis, Il OK, va attends, pas. t'y vas pas, je me donne 24 heures et j'y vais après. Euh, mais, euh, mais voilà, mais en revanche, euh, la retraite, en fait, tu vois, tu te rends compte que dans la vie, tu vois, au bout de quelques années encore, moi aujourd'hui, je préparais un épisode avec une femme avec qui j'ai enregistré plusieurs épisodes, qui s'appelle Géraldine Mes-Petits-Feux, et on prépare un épisode sur, euh, et ça m'embête parce que rien que ce mot me donne envie de me pendre, mais c'est la prévoyance. Et en fait, Ok. euh, tu vois, tu te rends compte que dans la vie, alors, sauf si tu es solo et je le respecte, et d'ailleurs, tu peux quand même écouter la martingale et que tu veux rester célibataire et chaste toute ta vie, eh bien, tu peux. Mais il y a énormément d'événements prévisibles. A priori, tu vas avoir des enfants. Un enfant, je peux te le dire, ça te coûtera si tu n'es pas très riche en France, pas très aisé, entre 200, 250 à, pas si c'est très riche, mais c'était plutôt haut du panier, 500 000 euros. Allez, c'est plutôt à la louche 300, 350 000 euros. Ça, c'est le coût d'un enfant sur la vie. Tu as trois enfants, c'est 1 million. Hmm. OK. Et puis, tes parents, au moment de la dépendance, il y a des chances que ce soit entre 300 et 500 000, tu vois. Sauf s'ils sont bien débrouillés tout seuls et qu'ils ont tout prévu. Mais c'est souvent pas le cas. Et ça, bah, tout ça, tu peux le prévoir. Et tu peux le prévoir avec eux, tu peux le prévoir, enfin, tu peux tout prévoir en l'occurrence. Et donc, il faut juste à un moment ben, s'y atteler un minimum pour se dire, OK, attends, là, dans les prochaines années, il va y avoir ça, là-dessus, machin, etc.
Et plus tu te prévois, moins ça te coûte. C'est ça le truc de ouf qu'il faut comprendre très tôt. C'est que si tu décides de te laisser aller, bah, en fait, tu vas pas avoir le cash dispo au moment où tu vas devoir payer les études de tes enfants ou la maison de retraite de tes parents. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas emprunter. Ça va te coûter 5% par an, minimum. Enfin, en ce moment. Et, alors que si tu le fais en amont, ça va te rapporter 5%, peut-être 8-10% par an, si tu le fais au bon moment sur les bonnes choses. Tu vois la différence. Donc, Ah, bien sûr. c'est là où je te dis, si tu t'intéresses pas maintenant à tout ça, si tu moi, j'aurais aimé m'y intéresser à 18 ans, en fait, apprendre à faire des petites choses. Mais c'était moins facile, moins évident à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose d'accessible à 10 balles, en fait. Aujourd'hui, pour 10 balles par mois, tu commences à faire des petits placements, tu peux acheter des petites cryptos, tu peux faire des trucs sur des tas de sites internet, vraiment commencer à t'intéresser à tout ça. Et alors, c'est marrant parce que du coup, là, tu parles de 18 ans, et souvent, on se pose même la question, dans quelle mesure, d'après toi, il faut presque commencer l'éducation financière avec ses enfants, tu vois? Est-ce Je sais qu'à que tu es clair. 10, 12, 14 ans, c'est le bon moment? Moi, mes enfants, je les emmène. Tu vois, je fais un co-living à Colombes. Là, je mets cet appartement, je te disais, je le rafraîchis dans le 18e. Là, enfin, je le rafraîchis, je ne vais pas dire je le rafraîchis, je le Tu le refais de refais? fond en comble. Euh, une chambre, une salle de bain, une salle de bain par chambre, une salle de bain qui va avoir douche plus baignoire, ça va être un truc extra. Bah, je les fais venir plusieurs fois pendant les travaux, avant, pendant, après. Ils me demandent combien je le loue, je leur dis combien je le loue, ils me demandent combien coûtent les travaux. Et, voilà, plus ils s'intéressent, plus je suis content, en fait, quoi. Il y a des gens qui vont dire, ah, tu peux pas leur dire ça, c'est indécent, etc. Je dis, mais non, il faut qu'ils aient la. Voilà. Et après, il y a des tas d'applis qui sont extraordinaires aussi pour éduquer tes enfants. Ce qui est difficile, c'est qu'on a changé de paradigme. On s'en rend pas bien compte, mais en quelques années, on est en 2023. Avant 2020, on payait quand même énormément en cash, quoi. Là, je te parle d'il y a 3 ans, quoi. Enfin, allez, 3-4 ans, on payait énormément en cash. Le cash a disparu. Tu vois, Ouais, il se trouve presque que du j'ai du jour au cash lendemain. sur moi, mais parce que voilà, Pour l'ouvreuse j'ai du vendu, de l'opéra, ça. ouais, j'ai vendu de la drogue hier, mais sinon, non, non, le cash a disparu. Et donc, en fait, eux, ils vont vivre dans un monde sans cash. Et donc, tout ça, ça veut dire que quand tu leur donnes des pièces pour leur. Enfin, c'est un peu lunaire, tu vois, il faut leur apprendre à gérer tout ça. Et donc, tu as des applications. Comment s'appelle cette application? Tu connais peut-être pour les enfants. Tous les enfants Moi, sont j'ai pas trop encore jeunes, d'enfant, tu mais sais, c'est dans ouais, 3 ils semaines, vont moi, le peut-être. Ouais. premier. Ah, voilà. Mais il y en a une qui est extra, ça va me revenir. J'ai enregistré un épisode avec lui. Et donc, sur laquelle tu vas pouvoir tu vois, leur donner leurs petites économies, leur argent de poche. Tu vas donner 5 euros par semaine, par exemple, s'ils sont chanceux. Et tu vas leur mettre des budgets. Tu peux leur mettre un taux d'intérêt. Et alors, ils sont assez élevés, les autres taux d'intérêt, ça va être genre 5% par mois, tu vois. Et D'accord. donc, sur ces 5% par mois, eh ben, ça va les inciter à économiser. Ils vont comprendre comment, pourquoi, etc. Et après, cet argent, il est sur leur smartphone. Alors, on essaye tous de repousser un peu le smartphone au plus tard possible. Il se trouve que la norme en ce moment, si j'ai bien compris, c'est plutôt cinquième, quatrième. Si tu arrives à repousser à la quatrième, c'est bien. Voilà, les enfants divorcés, c'est CM2, parce qu'il y a toujours un parent qui craque avant, qui veut être le parent le plus cool. Mais voilà, sinon, tu essaies de repousser à la cinquième. Et après, à partir de ce moment-là, bah, ils ont une carte et ils dépensent, enfin, tu vois, comme Ouais, en ça. plus, Donc, j'imagine que tu peux contrôler là où ils dépensent leur argent, ouais. histoire qu'ils n'aillent pas au PMU à 13 ans, mais effectivement. Exactement. Tu peux même interdire certains types de dépenses, dépenses en ligne, etc., etc. Donc non, c'est vraiment très cool. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible. Comme de toute façon tout a tellement changé, les réseaux sociaux. Alors je dis pas qu'il faut aller sur les réseaux sociaux le plus tôt possible, mais comment les appréhender, etc. Donc ça c'est très important et Bien c'est une très sûr. bonne question. Et alors, du coup, là, tu nous parlais de ton appartement que tu refais, de ton co-living. J'ai le sentiment que l'immobilier occupe quand même une place super importante dans tes investissements. Là, tu nous disais que tu as commencé peut-être par ta résidence principale ou d'abord par l'appartement dans le 18e, je ne sais plus À peu près en exactement. même temps, à peu près en même temps, ouais. Voilà, ok. Ok, Sur donc, une première boîte dont je suis sorti fin des années 2010 qui permis de financer ma résidence principale et un apport pour autre chose. Donc voilà, ouais. ok. Et donc, finalement, tes premiers vrais investissements, c'était l'immobilier. Oui, ce qui semble finalement, en tout cas, assez logique ou au moins assez français.
Euh, Ouais. et, euh, et c'est quelque chose euh, que je regrette absolument pas parce qu'en fait, tu as un effet de levier de ouf, quoi. Alors, il y a deux choses. J'ai deux niveaux d'immobilier. Moi, j'ai quelques biens immobiliers comme ça que j'ai en perso avec ma femme. J'ai ce co-living à Colombes que j'ai avec un de mes potes, qui est une assez grosse OP, hein. C'est au total de 1,2 million, ça doit, enfin, je pense qu'on a fait une belle plus-value déjà là-dessus parce que ça doit en valoir 1 million, entre 1,8 million et 2 millions et quelques. Pas Euh, mal, ouais. donc, euh, c'est un très beau chantier, très bel endroit. Mais on s'est vraiment lâché, hein. Tu vois, tu as une salle de bain par chambre, pareil, une télé par chambre, Internet, Netflix, un grand Et tu l'as fait séjour, tout un seul, tout ça, ou t'es jardin, un passé coworking. par Je une l'ai fait sorte avec de boîte, tu ImmoCities. sais? Ah, ok. Je l'ai fait avec ImmoCities, avec Cédric Audet, pardon, et Loïc Audet d'ImmoCities. On a un super épisode dans lequel on explique tout, un épisode de juin Ok. 2023 sur la martingale, et qui est vraiment très cool. Et on donne tout, les prix, les choses, on a tout expliqué là-dessus. Je suis très, très transparent. Je suis un peu le cobaye de tout ça, moi, si tu veux. C'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de raconter comment je le fais, ce que je fais, etc. Et Ouais, du big in public, quoi. C'est top, ça. ouais, exactement. Et après, il y a un truc que j'ai fait qui est un deuxième étage. Alors, j'ai deux choses à dire sur l'IMO, deux, trois, mais on pourra parler un tout petit peu SCPI parce que j'en ai pas fait ou pas assez. Mais j'ai fait de l'immobilier aussi participatif, pas mal d'Anaxago et de choses comme ça. J'ai un peu calmé parce que j'ai l'impression je suis un peu plus fébrile sur ce truc-là. Je le sens peut-être un peu moins en ce moment. Mais surtout, pour moi, le game changer qui peut t'envoyer dans l'espace pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est d'acheter tes bureaux, quoi. Parce que Hmm. là, évidemment, tu vois, les bureaux ici chez Cosa Vostra, tu peux assez vite acheter 300, 400, 500 mètres carrés dans Paris, des trucs qui valent, tu vois, là, pour le coup, très vite, 5, 6, 8, 10 millions d'euros. On a fait une opération à Bordeaux avec 100 mètres carrés, qui a un truc qui s'appelle la Villa Maria, dans laquelle on a un grand parc, une piscine, 100 postes, ça fait 1000 mètres carrés, c'est délirant. Et là, en fait, comme ce sont des sociétés qui payent les loyers, eh ben, les banques te prêtent en fonction des loyers que tu as en face, tu vois. Et donc, tu Hmm. n'es plus du tout dans une économie où déjà 5, 6, 8, 10 000 euros de loyer, ça devient quelque chose de complètement lunaire, tu vois. Là, une entreprise qui paye 50 000 euros de loyer par mois, c'est pas non plus complètement délirant. Et donc, bah, si tu fais le rétro-engineering, 50 000 par mois, tu arrives à 600 000 par an. Là, tu peux acheter des trucs qui valent très vite entre Plusieurs 8, millions, 10, quoi. 15 millions, ouais, tu vois. Donc là, tu peux t'envoyer dans l'espace. Et ça, c'est intéressant. Euh, Après, la question, c'est l'endroit où tu peux faire un effet de levier. C'est là où la SCPI, on peut en parler après si ça t'intéresse, mais ça a toujours été plus compliqué. J'ai pas réussi à le faire au moment où je voulais. En tout cas, pas simplement. Mhm. En revanche, il faut en prendre conscience assez jeune, ça. Moi, je regrette et j'aurais complètement plu, et je peux avoir 10 fois de regrets de pas m'y être mis à 23 ans, 24 ans, mon premier job, en fait. J'ai des potes qui achetaient des trucs à deux pas d'ici, à Pont-Cardinet, à 2000 balles du mètre carré, quoi. Et en fait, j'en aurais acheté un par an à ce moment-là. Je vais te dire, aujourd'hui, j'aurais fini de les payer 20 ans plus tard. Enfin, Ouais, bon, c'est pas la même vie. non, et donc en fait, commencer par des petits trucs, ne serait-ce que pour apprendre. Des 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, pas forcément à Paris si c'est pas là, ou si c'est plus accessible, ou si c'est trop cher, ou si voilà. Euh, puis en faire un assez fréquemment pour apprendre à apprendre. À la fin, les banquiers te font confiance. Et ça, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que j'ai fait un truc à 29 ans, donc j'ai parlé tout à l'heure. Et après, je m'y suis remis sérieusement plutôt à 37, 38, 39 ans. Et en fait, l'immobilier, c'est quand même un truc, on parle de 20 ans pour payer le truc, tu vois. Donc, à 50 ans, je pense que, et là, moi, bah, je t'ai dit, j'ai 44 ans, donc il me reste 5, 6 ans. Je pense que tu commences à réfléchir à deux fois avant de te lancer dans un projet immobilier que tu auras fini de payer à 70 piges, tu vois, c'est quand même un truc compliqué. Ouais, ça, c'est sûr qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et tu sais, on me pose souvent la question, c'est marrant parce qu'on m'a récemment posé ça, de dire, est-ce qu'on peut devenir riche rapidement en investissant en immobilier? Et en fait, ma réponse, c'est un peu, bah, en fait, si vous connaissez des moyens de devenir riche rapidement, faites-les, mais il y en a pas beaucoup, quoi. À part créer ta boîte et réussir à la revendre rapidement,
ce qui est possible, hein, et certains le font, mais à part ça, c'est vrai que l'immobilier, c'est probablement la manière la plus sûre finalement de s'enrichir. Et d'ailleurs, ce qui me pose un peu la question, tu le disais tout à l'heure, c'est à très juste titre, c'est vrai que l'immobilier occupe une place particulière dans l'imaginaire et dans le cœur des Français. Pourquoi, d'après toi? C'est l'effet de levier à 100%? Déjà, parce qu'on a un truc, c'est que on a les taux fixes, quoi. Je veux dire, Ouais. tu prends les autres pays. Moi, j'ai voulu à un moment, quand j'ai commencé à voir mes bureaux, là, je me suis dit, attends, là, j'ai trouvé la martingale, je vais faire ça partout. Donc, moi, j'ai des bureaux à Bordeaux, je l'ai fait à Bordeaux. J'ai des bureaux à Londres, j'ai commencé à regarder Londres. J'ai regardé Tunis, j'ai vu un truc super à Tunis. Là, on me dit, c'est taux variable et c'est 11%. Là, tu te dis, attends. 11%, je vais emprunter 2 millions pour faire une villa comme ça. Il y avait un truc superbe qu'on avait vu. Mais 2 millions, imagine, tu empruntes 2 millions, 11% par an, j'en avais pour 220 000 balles par an d'intérêt. Ouais. Ah, là, tu te dis, waouh, comment je vais rembourser ce machin, tu vois. Et donc, et puis en variable, donc tu te dis, tu sais pas si ça peut pas passer à 20, en fait. Tu vois, c'est flippant. Moi, on te dit même là-bas, à 5, à 4, à 3, j'y serais peut-être allé. Là, j'y suis pas allé. J'ai flippé. Mm. Et je sais pas si j'ai eu tort ou raison, mais honnêtement, je dors mieux sans l'avoir fait, donc je suis pas mécontent. Mais même au UK, en fait, au UK, à l'époque où on regardait des trucs, c'était plutôt à 1%. Bah, là, c'est passé à 6, 7, 8. Putain, c'est ton modèle économique qui prend un sacré coup dans l'aile, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça quand même en France qui est très, très important. Et puis, peut-être un imaginaire collectif, en effet, comme tu le dis, qui est de se dire le minimum, c'est de se payer son toit. Et puis après, des incitations fiscales. On a vu les LMNP, la location meublée non professionnelle, Bien qui a failli sûr. être remise en cause récemment. A priori, ça ne va pas être le cas. Mais bon, c'est quand même un sacré un sacré, Sacrée carotte aujourd'hui. ouais, une sacrée carotte, une sacrée opportunité. Et on a encore besoin. Les Robiens qui sont devenus les Pinel, etc., bon, qui ont souvent été mal vendus. Un gros lieu d'arnaque, en l'occurrence. J'ai jamais trop sombré là-dedans, mais voilà. En vrai, je pense que tu peux t'enrichir très vite et très fort dans l'immobilier. C'est possible. Faut juste être un chien de la casse, quoi. Il faut vraiment. Et moi, je me suis un petit peu calmé. J'ai plus vraiment le temps, mais moi, à un moment, j'étais sur tous les sites, à voir toutes les opportunités de tous les trucs qui tombaient. En fait, alors le problématique, c'est que maintenant, il y a quand même beaucoup de gens, je te parlais d'ImmoCities, mais il y en a plein d'autres, qui ont créé des algos qui leur permettent de tout de suite identifier les anormalités sur les sites et de sauter dessus. Donc, ils seront souvent plus rapides que toi parce que ce sont des professionnels. Alors, tu peux te maquer un peu avec eux, essayer de trouver une manière de bosser avec eux, mais c'est quand même difficile. Et sinon, c'est le off-market, quoi. Mais Mm. tisser ton maillage avec le boulanger d'en bas, les gardiens, les machins, leur dire, écoute, le jour où là, moi, je suis tombé, j'ai loupé un appart au-dessus juste parce que j'ai pas eu le temps dans ce bureau-là. Le truc, pareil, il y a 2 ans, il est parti à 6 000 ou 7 000. Il était un peu pourri, mais bon, il est valé largement et je l'ai juste laissé passer alors que c'est au-dessus, il fallait que j'aille le visiter. Il y avait 2 coups de fil à passer. Je suis juste idiot, tu vois. Normalement, ça, je les laisse jamais passer, ces trucs-là. Et donc, la question, c'est ça, c'est de savoir se dire, euh, je tisse mes parents, les potes, les trucs, je fais savoir que je suis intéressé, je donne potentiellement un peu aux gens, tu vois, le gardien qui m'a typé, s'il te type sur un truc qui est à 30% moins cher, lui filer 5 000 euros, C'est un très on bon s'en fout plan. en vrai. Ouais, ouais, voilà. Ok, hyper intéressant. Et du coup, peut-être une question un peu en follow-up par rapport à ça. Là, tu parlais donc des taux fixes comme étant un point, on va dire, un vrai avantage, hein, qu'on a en France, ça c'est une évidence. C'est un truc Comme de tu le ouf, dis, ouais. on n'a pas cette crainte de se dire finalement de combien sera mon échéance de prêt dans 6 mois, un an. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, avec les taux qui ont beaucoup augmenté, tu penses que c'est toujours aussi intéressant d'investir à crédit? En fait, ce qui est délicat, c'est que alors oui, mais pas à n'importe quel prix. Le problème, c'est que les taux ont augmenté et les prix du mètre carré n'ont pas baissé. Ils Hmm. n'ont pas augmenté, ils se maintiennent, mais ça n'a pas encore craqué. Mon intuition, c'est que, et d'ailleurs, ça a craqué dans certains endroits. Ce que je veux dire, c'est que de manière visible, ça n'a pas craqué. Moi, quand je reprends mon expérience de 2009, le type, il vendait 80 mètres carrés dans le 18e je crois qu'il était il devait être à 600. En juin 2008, il l'a mis en vente. En juin 2009, quand je suis arrivé, il était à 500. Donc, il avait déjà baissé de.
En un an, il avait baissé petit à petit, mais Énorme, hein. il avait Ouais, rien. Et 15%. moi, je Ouais. suis arrivé, je lui ai proposé 400. Et tu vois, en fait, c'est ça aussi, hein. Mais ouais, mais bon, je veux dire, il n'est pas obligé de me le vendre, hein. Il fait ce qu'il veut. Il n'y avait pas de marché. Donc, il m'a dit 420, j'ai fait mine, boum, on a serré tout de suite et c'était fait. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est à peu près dans cette période-là. Il y a des endroits où bah, il y a des mecs, il ne faut pas avoir peur de dire ça. Il y a des agents qui te disent ah non, mais je ne proposerai jamais 400. Tu dis bah, lui propose pas, mais moi, en fait, tu es obligé, quoi. Je te propose Ouais. 400 officiellement, je t'envoie un email, propose-lui. Et puis, bah, et en fait, en faisant tout ça en même temps, alors, on va faire baisser le marché, c'est pas bien parce que j'ai des trucs, mais je m'en fous, je veux les payer encore et puis j'ai des locataires dedans, donc c'est pas grave. Ça remontera d'ici 20 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que si on fait tout ça en même temps, des offres de chiens de la casse, bah, à un moment, en fait, quand on a 8, il y a un moment, Ça le va mec, il te lâcher, dit, bon, quoi. bah, ouais. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc je pense qu'il y en a. Et puis sachant il y a un truc de ouf, quand même, l'autre truc de ouf, c'est que dans les taux fixes qu'on a, en fait, ils sont variables, quoi. Ça, c'est vraiment Que tu n'importe peux les quoi. renégocier, ouais. Mm. À la baisse, quoi. Enfin, a priori, tu vas pas aller la renégocier à la hausse, hein. Donc, donc du coup, bah, moi, quand j'ai eu mon taux à 4,5 en 2009, il a fini à 0,9 ou 1 ou 1,0, je sais plus, enfin, aux alentours de 1, tu vois. Donc, c'est vraiment de la folie. Donc, Ouais, donc ouais, en fait, tu connais le pire cas, quoi. Tu connais le ouais. pire cas et ça peut que s'améliorer. Et après, il faut juste voir autre chose. C'est que si tu le loues, en fait, moi, j'ai une politique, c'est de faire des appartes qui sont bien. C'est pour ça que cet appart dans le 18e, je suis content de le refaire parce que à un moment, il commençait à être un peu pourri et j'avais un peu honte d'en parler dans mes podcasts enfin, de dire dans mes podcasts que j'essaie de faire les choses bien, etc., que j'aime l'immobilier. J'aime foncièrement l'immobilier, mais je veux avoir des endroits beaux et décents. Et donc, à partir du moment où tu as un endroit beau et décent, qui a un prix correct, tu peux le mettre, faut pas être trop cher parce que sinon ça tourne trop, qui a un prix correct dans une zone en forte tension. Je veux dire, de toute façon, dans la plupart des villes en France, en particulier en Île-de-France, il n'y a pas assez de logements. Donc, de toute Mm. façon, il sera loué. Donc, si dans ton modèle économique, tu ne te plantes pas trop, tu te dis, l'appartement me coûte 500, je vais le louer 3 000 par mois et je vais faire 100 000 euros de travaux tous les 10 ans, par exemple, j'ai une connerie, et que tu fais tes petits calculs et que tu vois que ça rentre, eh ben, il est probable qu'à un moment, de toute façon, tu l'as acheté 500, même si tu le vends 400 à la fin, je veux dire, so what? Tu l'auras payé, tu auras fait tes 200 000, même si tu as fait 100 000, 200 000 euros d'apport, en fait, tu auras quand même gagné de l'argent, tu vois. Alors, on peut te dire, les ratios sont pas bons, mais voilà. Cela dit, et j'arrive à un point qui va t'intéresser, moi, Vas-y. j'arrive à un niveau de volumétrie d'appartements ou d'endroits ou de chambres. Je pense qu'au total, j'ai alors partagé, hein, pas solo, mais je dois avoir une vingtaine de lits dispo, si tu veux. Pas d'appart, mais de lits dispo. Je compte bien en faire encore quand même peut-être le double, tu vois, au moins dans les 3 4 prochaines années. Ouais, mais il y a un moment où, en fait, il faudrait que j'ai quasiment quelqu'un à mi-temps pour le gérer. C'est Mm. infernal. C'est infernal. Et enfin, je veux dire, surtout quand tu fais du meublé. Avant, je faisais pas du LMNP parce que je trouvais ça plus cool. Parce qu'en fait, sur du location meublée non professionnelle, donc avec ces carottes fiscales dont on parlait tout à l'heure, tu as quand même des gens qui t'appellent et qui te disent oui, ma bouilloire marche pas, tu vois. Et là, oh là Ouais, il là faut là changer là. mon Ouais, lave-vaisselle, ouais, j'ai une ouais. fuite, machin, bien sûr. Exactement. Et donc ça, si tu veux, enfin bon, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un assistant au niveau professionnel que je peux utiliser là-dessus, parce que certains sont faits au niveau professionnel. Ça peut être un peu, non, je l'utilise pas. Enfin bref, on en reparlera. Non, 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 mais en l'occurrence, la plupart, je les gère moi-même. Mais voilà, je me retrouve à aller ouvrir à des ouvriers dans un truc pour aller repeindre le dimanche matin à 8 heures ou le lundi ou le mardi ou machin. Tu vois, enfin, j'ai un moment, quand on a beaucoup, tu te rends compte de la plaie que ça peut être, quoi. Et c'est là où, en fait, et je pense que c'est peut-être là où tu vas aboutir, c'est qu'effectivement, on vend souvent l'immobilier comme des revenus purement passifs. C'est pas du tout le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, il y a une possibilité que ça le soit si tu achètes très très bien, enfin que ça le soit quasiment. Je reprends par exemple cette expérience que j'ai dans la part du 18e, mais un autre que j'ai dans le 17e qui était au-dessus de chez moi et que pareil, on a refait un peu et reloué en LMNP. Mais c'est si tu loues pas en meublé non professionnel et que tu loues à un prix,
je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure de l'expérience, à un prix ultra décent. Ok, je Mhm. m'explique, mais si tu loues, tu vois, nous, on louait ce 80 mètres carrés dans le 18e, le bon 18e à 2200 euros. Je veux dire, c'est un bargain. Le machin, il est super, c'est un duplex, etc. Tout le monde le voulait. Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que personne t'emmerde. C'est-à-dire que là, ils ont un tellement bel appart, à tellement pas cher, qu'ils Ouais, que c'est se l'opportunité, quoi. débrouillent. Ouais. Exactement. Et c'est pas idiot, il faut y réfléchir parce qu'en fait, finalement, t'as pas à le refaire tous les 2 3 ans, à faire de coups de peinture. J'ai fait 2 fois des trucs sur des fuites de salle de bain, etc. Mais en 15 ans, honnêtement, il m'a occupé 10 jours peut-être, donc c'est rien. Tu vois, c'est pas un jour par an, c'est sûr. Mhm. Cependant, tu as des réunions de copro, tu as des gens qui t'emmerdent sur un truc, tu as, enfin, ouais, ça arrive, quoi. Donc, et quand on a beaucoup, tu te rends compte que, ben, au fur et à mesure, voilà, et le LMNP, la carotte fiscale fait qu'à un moment, tu te dis, ouais, non, mais bon, c'est bien, mais en fait, il y a quand même ce truc-là aussi que les gens voient pas. Si tu n'as pas l'habitude de l'immobilier et que tu ne fais pas du LMNP, c'est que c'est ajouté à tes revenus. Donc, quand tu Ouais, arrives bien comme sûr. moi, ma femme et moi, tu vois, à la quarantaine, que tu es quand même à l'endroit où, au moment où tu as des beaux revenus, tu commences à payer beaucoup d'impôts et que là, d'hier, hein, donc, et que là, en fait, bah, tu prends tu vois, sur des apparts comme ça, je te disais 2000, ben, ça fait 24 000 par an, sur lequel, en fait, t'enlèves un peu de charge, un peu de machin, mais très vite, tu te retrouves à payer 6 000 euros d'impôts ou 7 000 euros d'impôts de Mhm. plus. Là, tu te dis, attends, mais mon remboursement de crédit, en fait, il est plus Il est couvert plus là. utile que prévu, ouais. Ouais, j'avais pas prévu ça. Alors, ça te force à faire des économies, c'est OK, c'est pas grave, mais il y a un moment où, en fait, ça te fait plus vraiment gagner d'argent. Donc, voilà, c'est toute la limite de tout ça. Mais, en revanche, l'effet de levier en face, c'est tellement important que si tu te débrouilles bien, voilà. Mais ça demande de l'expérience. Et c'est là où je reviens sur quelque chose, c'est de le faire le plus tôt possible. Sur des petits apparts ou des petites choses, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et où est-ce que j'ai pas assez fait, ce que je disais, c'est j'ai quelques potes qui ont fait ça, sur les bonnes SCPI, euh, Quand les emprunter. crédits étaient à des bons taux, effectivement, c'est clair. Ouais, ouais. Être capable d'emprunter. Alors là, on peut plus emprunter, tu dis, ou c'est plus, ça vaut Si, plus le si, coup. tu peux, mais en fait, disons que, je sais pas, aujourd'hui, un taux pour un investissement locatif, ça va être quoi? 4, 4,5 sur un Ouais, investissement locatif traditionnel. Tu vois, sur une SCPI, tu es à 4, entre 4,8 et 5,1. Donc, ouais. c'est un petit peu plus. Alors, ça a toujours été un petit peu plus sur la SCPI. Maintenant, le différentiel, il n'est pas énorme non plus, hein. Tu vois, tu es à 10% de plus, 15% de plus. Alors que, par exemple, il y a un an et demi, tu vois, quand on s'est lancé, tu avais des taux qui étaient en dessous de 1% pour faire de l'investissement direct. Non, il y a Ouais. 2 ans, pardon, c'est déjà lancé il y a 2 ans et demi. Et tu étais à 2,2 en SCPI. Donc, ça paraissait énorme. C'était 2 fois plus. En fait, en rétrospective, tout le monde se dit, mais pourquoi j'ai pas pris l'offre à 2,2 sur mes SCPI il y a un an et demi? Parce que c'est 100% passif et que, mais ouais, là, c'est élevé, tu vois, tu es entre 4,8 et 5,1, quoi. Ça reste Hmm. beaucoup. Euh, Euh, non, mais voilà. Mais ouais. donc, je pense qu'il faut, à mon avis, continuer à regarder ça. Mais en effet, faut avoir des bonnes perfs sur la SCPI qui est. Alors, c'est ce qu'on Euh, voit, en fait, c'est là où c'est intéressant, ouais, c'est qu'aujourd'hui, tu vois que les SCPI sont en train de remonter, hein. Là, on a des SCPI qui commencent à nous annoncer qu'elles vont faire plus de 8% de perf sur l'année 2023. Tu vois, c'est pas étonnant. Ce que tu disais sur les bonnes opportunités, les bonnes affaires, bah, les gérants de SCPI ne sont pas idiots, évidemment, ils les capturent aussi, alors plutôt sur de l'immobilier commercial, même si certains le font sur de l'immobilier résidentiel, mais ils sont en train de voir une augmentation de ce qu'on appelle le rendement acte en main, donc le ouais, rendement après les frais de notaire et tous les frais de brokerage, etc., qui montent beaucoup. Tu vois, tu as des gens qui nous annoncent là des rendements acte en main entre 8 et 10%. Ça devient, ouais, c'est vraiment intéressant, quoi. Peut-être un point pour toi, dernier point là-dessus. Comment tu envisages, alors c'est une question un peu vaste, hein, mais aujourd'hui, tu nous parlais tout à l'heure de pénurie de logement, où je pense qu'on en est un peu tous conscients, il y a un sujet sur le logement. Tu as également plein de lois qui sont d'ailleurs plutôt favorables, hein, sur l'environnement, sur ce qu'on appelle la non-artificialisation des sols, donc plus tout à le fait. Ouais. droit d'aller construire sur des zones qui étaient finalement des zones naturelles. Est-ce que tu penses finalement que l'immobilier a aussi cette chance d'être en quantité relativement limitée? Euh, Tout à fait. C'est vrai que ça paraît bizarre de dire ça parce que tu sais, de temps en temps, je passe sur les quais de Seine et puis je me dis, non, mais quand même beaucoup, beaucoup de gens très, très riches parce que je passe, tu sais,
je me dis, il y a combien de milliers d'appartes hyper beaux sur les quais de Seine. Et là, tu te dis, putain, pourtant, je m'en sors pas si mal, mais j'ai pas un truc aussi bien, tu Je vois. suis pas encore. Ouais. Et du coup, et en effet, et à la fois, à l'inverse, tu vois, la semaine dernière, je suis allé courir euh, à Cherbourg, aussi enfin, mes parents habitent entre la Corse et Cherbourg, et puis je suis allé courir par là-bas, et puis je voyais aussi le nombre d'appartes. Alors, en effet, tu as du centre-ville, et puis en première couronne, en grande couronne de villes de, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, troisième, enfin, qui sont ni des villes Ouais. universitaires, ni des villes, voilà, qui sont pas des villes spéculatives, etc. Et tu dis, il y en a, mais quand même, waouh, tu vois, enfin, pour tout le monde. Et donc, c'est vrai que tu se dire une pénurie quand il y en a autant, ça paraît bizarre, mais en l'occurrence, techniquement, c'est le cas, quoi. Et donc, c'est vrai que quand dans un marché d'offres et de demande, s'il y avait trop de logements, voilà. Alors après, c'est la question qu'on peut se poser, hein. J'imagine que les Japonais se la posent. Nous, on n'est pas encore dans une inversion totale de la courbe de population. Mais que se passera-t-il quand tous les boomers seront Vont nous quitter. enterrés? Je ne sais pas, il y a quand même encore enfin, plus que du temps, parce que même derrière, il y a quand même du monde, hein, qui arrive, et ça a été des générations qui étaient enfin, qui faisaient beaucoup d'enfants. Euh, mais en effet, je pense que en particulier sur certaines zones, c'est intéressant. Après, il faut voir qu'il y a des zones qui sont désertées, hein. Cherbourg, Hmm. dont je parlais tout à l'heure, il y a eu des zones avant le Covid, de régions qui étaient quand même vraiment totalement laissées à l'abandon, dans lesquelles enfin, tu pouvais acheter des trucs que tu n'arrivais pas à mettre en loc, hein. Donc, voilà. C'est ça qui est en fait compliqué, c'est qu'il y a une concentration dans certaines zones. Tu vois, à Paris, on entend tout le temps des gens qui nous parlent de biens qui sont mis en location. Tu as 50, 60 dossiers en 24 heures. Et en fait, effectivement, il y a juste un problème d'équilibre entre là où il y a des logements et là où finalement les gens ont envie de vivre, quoi. Mais ouais, mais c'est là où aussi il faut être un peu street smart, écouter des podcasts comme La Martingale et lire un peu et comprendre entre les lignes. Mais te dire aussi, attends, j'achète un truc, en effet, oui, c'est pas cher, mais c'est en région parisienne, mais c'est à 20 minutes du métro le plus proche. Il faut prendre 2 bus Ouais. pour machin et trucs et machin. Enfin, tu vois, il y a des gens, en fait, c'est là où il faut faire attention aussi aux gens qui te vendent des choses qui sont pourries. Et à un moment, se dire, et puis même. Quand bien même tu achètes un truc, c'est jamais parfait, hein, tu as toujours un truc, bah, tu en as, ils sont cinquième et sixième sans ascenseur, bah oui, ça va couper un peu le prix, etc. Mais en revanche, après, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire un truc qui est beau, qui est propre, qui donne envie. Et voilà, donc si tu es assez. Euh, euh, Si tu as du bon sens dans l'immobilier, je pense que généralement, tu t'en sors pas si mal, quoi. Ok. Pour prendre un peu de recul, je pense que pas mal de nos auditeurs vont se poser la question. Tu as la réussite de combiner à la fois le fait d'être entrepreneur à succès et d'avoir pas mal d'investissements qui semblent également très bien se passer. Finalement, comment tu fais pour avoir le temps? Parce qu'on le disait tout à l'heure, quand même, l'immobilier, ça demande du temps. C'est quoi ton organisation pour gérer les deux à la fois? Euh, Bon, déjà, je bosse beaucoup, hein, soyons honnêtes, quand même. J'automatise pas mal de choses. J'utilise des outils autant que possible pour C'est quoi? gérer. Vas-y, tu as des exemples? Parce que je pense que Alors c'est là, je suis intéressant sur pour. Rentila. Récemment, c'est quoi? Merci. Merci. J'ai envie de dire merci. Ah, comment il va m'en vouloir? En plus, il était trop sympa. J'ai pas encore sorti l'épisode, mais un logiciel français pour gérer tes locks. Je vais retrouver tout de suite en même temps que je te parle. Euh, et, euh, et en fait, après, tu vois, pareil, sur les invests, je fais beaucoup d'automatisation, tu vois, sur lesquels je fais des virements avec des investissements automatiques et des choses comme ça pour éviter de. Voilà, tu D'accord. vois, mes investissements, j'avais plus le temps de faire. J'ai fait beaucoup d'investissements en private equity, j'en ai pas parlé. Donc, en start-up et en différentes entreprises on va dire, de 2019 à 2022 à peu près. Je me suis un peu calmé. Chance sur moi parce que c'était le bon moment pour se calmer. Et puis là, je reprends à fond avec OVNI. Mais tu vois, comme j'ai plus le temps de le faire, je le fais avec des associés aussi. Et donc, Mhm. moi,
mon edge, chacun a son edge. Moi, mon edge, je connais bien l'immobilier. Je peux porter sur ma tête des gros projets immobiliers parce que les banquiers me font confiance là-dessus, etc. En revanche, typiquement, je les porte sur ma tête avec des associés qui sont prêts à investir, etc. Mais en revanche, je ne veux pas les exécuter. Tu vois, je vais aller donner mon avis sur comment on refait, rencontrer l'architecte, faire des choses comme ça. Mais derrière, je peux pas faire le suivi de chantier et puis je peux pas faire la mise en loc. Je peux le promouvoir parce que j'ai des grosses communautés, j'ai des réseaux sociaux importants, des gens qui m'accordent la confiance. Mon gros trip à moi, depuis toujours, mais je m'en suis vraiment rendu compte et je l'ai matérialisé que assez récemment, c'est la confiance. Et moi, mon edge à moi c'est que tu peux me faire confiance. Et tu vois, je vois en ce moment euh, je me fais attaquer parce que je suis plus visible sur certaines choses. Moi, je suis droit dans mes bottes. Je sais que tu peux me faire confiance. Tu me regardes, tu veux bosser avec moi, je suis pas une mauvaise personne. Je suis exigeant. Je veux que ça avance. Je veux que ça aille vite. Je veux que ce soit propre. Que ce soit bien fait. Je veux pas que tu m'arnaques parce que alors là, là, je m'énerve et Le et corps en toi sort à ce moment-là. non, mais tu vois, récemment, sur des groupes d'entrepreneurs ou des choses comme ça, typiquement, il y a eu des choses où des types se font. Alors là, il se trouve que c'est l'inverse, mais se font arnaquer par un collaborateur qui leur fait un gros chantage comment t'appelles ça, à la rupture conventionnelle avec des tas de choses, etc. Et ils me disent Ouais. est-ce qu'il faut céder ou est-ce qu'il faut y mettre les avocats? On a tous les trucs. Et il y a deux grandes familles dans les réponses. On est sur un truc, c'est le Bootstrap Club, qui est un club d'entrepreneurs qui est vraiment très bien. Et il y a des gens qui disent non, mais tu vas perdre du temps si tu rentres dans la bataille. Et moi, je leur dis, mais vous vous trompez en fait. C'est de la justice. Si tu es sûr de toi, moi je leur dis, en fait, je suis pas dans tes petits papiers, mais si tu dis que tu es sûr de toi, que tu as tous les éléments, que tu es sûr de gagner, en fait, je dis la justice et la justesse, tu ne dois pas céder. Tu vois, et donc, c'est ça aussi la confiance. Moi, c'est la confiance des autres collaborateurs. Quelqu'un qui te fait ça, un collaborateur qui te fait ça, il va saigner l'entreprise. Et l'entreprise, c'est quoi? C'est qui? C'est pas que moi, en fait. C'est tous les autres collaborateurs. C'est des gens que je vais pas pouvoir augmenter parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre leur partie des résultats et des revenus. Et donc, tu vois, je vais jusqu'au bout là-dessus, moi, dans la confiance. Et voilà. Et donc, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à ta question, mais dans le temps, Si, mais si tu ça me permet. t'associes, effectivement, elle est basée sur la Exactement. confiance, quoi. Exactement. Et donc, à chaque fois, tu vois, ce co-living, je voulais pas le faire tout seul. Je voulais le faire avec ma femme qui m'a envoyé bouler qui me dit, oh, tu m'emmerdes avec tes projets. Et je l'ai fait avec un de mes potes. Et le deal était très clair. Et OVNI, c'est pareil. Le deal est très clair. Tu vois, il y a des gens. Et la confiance, elle va aussi dans les deux sens. OVNI, tu vois, je fais attention parce que. Mais par exemple, j'ai des sponsors, j'en parlais tout à l'heure sur mes podcasts. Ils sont toujours clairement identifiés. Quand tu écoutes mes podcasts, tu sais qui est un sponsor si si tu vois que je parle de quelqu'un et que c'est pas un sponsor, eh ben, je ne dirais pas c'est un sponsor. En revanche, si c'est un sponsor, je vais le préciser toujours. Donc, c'est toujours cette confiance que je travaille au max du max et qui me permet en effet, je pense, de m'associer dans beaucoup de projets. Moi, je suis un vrai joueur d'équipe et donc, voilà, j'essaye. Je suis un grand disciple de Naval Ravikant. Tu connais Naval Ravikant? Tu as Ouais, déjà ouais, écouté? c'est. Tu l'as déjà. Non, j'ai pas lu. Il a son bouquin, non, qui est super connu, Alors, dont tu m'avais parlé, je crois, la ouais, dernière fois. l'almanach de Naval Ravikant, L'almanach, exactement. Ouais. et qui a été traduit en français. C'est pas son bouquin, c'est ça le truc de ouf, c'est que c'est un bouquin de gens qui sont des disciples, comme je le suis presque en fait, qui l'ont Du écouté dans naval. plusieurs endroits et qui ont écrit en fait finalement son almanach. D'autres qui l'ont traduit et c'est disponible gratuitement. Alors, tu peux aussi le payer pour l'avoir sur ton Kindle, mais c'est 5 euros. Mais c'est le meilleur truc, ou l'écouter chez Joe Rogan, chez Farnham Street, là, The Knowledge Project. Alors, c'est en anglais, mais sinon, il est accessible. Et en fait, c'est de se dire, tu vois, moi, il y a des gens autour de moi qui sont comme ça, très bienveillants, qui m'amènent des super bons plans, qui les font avec moi. Et, euh, et quand on fait mieux que prévu, limite, ils me donnent plus que ce que tu prévu parce qu'ils savent que finalement, c'est grâce à moi qu'on l'a fait, tu vois, et même s'ils l'ont sourcé. Donc, je suis vraiment, je pense que là-dessus, c'est tellement mieux de vivre dans une vie comme ça, où tu peux avoir Bah, c'est sûr. confiance plutôt que d'être dans un fight permanent et dans une parano permanente et tu vois, essayer d'arnaquer tout le monde, c'est un enfer. Écoute, je pense que ça, tout le monde va être d'accord. Peut-être deux dernières questions avant de te laisser, parce que je sais que tu as l'opéra tout à l'heure. Ouais, Premièrement, ah oui, merci. finalement, investir, c'est quand même souvent pour un objectif. C'est quoi ton objectif à toi dans tes investissements?
Écoute, je prône et je suis un grand pourfendeur de justement du goal-based investment, de l'investissement par objectif. J'ai bien mis en place tous mes objectifs au total, c'est-à-dire de pouvoir payer les études de mes enfants en particulier, euh, pouvoir être à peu près serein à la cinquantaine. Moi, je dis pas que je vais arrêter de bosser parce que c'est pas mon trip. En revanche, j'aimerais pouvoir à un moment me dire, tu vois, dans 5 6 7 ans, j'aurais quand même payé ces bureaux ici, j'aurais payé deux, trois trucs où, en fait, j'aurais vraiment plus trop à m'en faire de pas mal de choses. Tu vois, je serais vraiment avec un rythme potentiellement où si je veux arrêter tout et partir 6 mois, je peux. Tu vois. Mm. Euh, donc, j'ai établi mes différents objectifs et je les couvre à peu près. Sur mes invests, en vrai, dans le reste, je suis juste un cobaye, comme je le disais, quoi. Donc, j'ai plus vraiment d'objectifs. Je fais un peu j'exagère en disant n'importe quoi parce que j'investis pas dans Et tu n'importe quoi. t'amuses, J'investis dans des quoi. choses. Mais je m'amuse et j'essaye et j'apprends. Et en fait, le coworking, on en a fait très tôt, hein, 2017. Le co-living, je pense je sais pas, on doit être dans les 100 premiers ou 1000 premiers co-living français, tu vois. Enfin, on est toujours très, très précurseur. On teste, on voit, on fonctionne, et puis après, on déploie, on réessaye, on explique, etc. Donc, j'ai plutôt cette approche expérimentale qui est de m'éclater, de déployer, puis qui me permet de me donner un autre modèle économique qui fait qu'il y a des gens ensuite qui viennent me faire confiance, comme Louvainvest prochainement, d'autres sponsors que j'ai, voilà, et qui se disent, bon, bah, c'est cool cette démarche. Et donc, euh, c'est plus mon approche. Il y a un truc qui est très important. Je suis pas très matérialiste. Je trouve que j'ai une belle voiture parce que je fais des gros coups sur les voitures aussi, mais j'attends des mois, c'est comme les apparts, hein. J'attends des mois, voire des années avant de l'acheter. Puis à un moment, je vois une voiture qui tombe et bam, je la prends. Et puis il se trouve que ma voiture, 3 ans et demi après de l'avoir achetée, elle vaut plus cher encore que ce que je l'ai payé en occasion, tu vois. Donc, Waouh, bref, ok. je fais ce genre de truc, tu vois, mais c'est juste que ça me fait marrer. Cela dit, je suis pas très matérialiste. Cela dit, je veux kiffer en vacances. Et ça, avec ma femme, on a cet objectif commun. Euh, c'est que, On se fait plaisir, quoi. ouais, et en fait, tu sais, des vacances, tu vas être papa bientôt, mais des vacances avec tes enfants, des vraies vacances cool avec tes enfants. Bon, il y a un moment, ils sont bébés, ils s'en souviennent plus, mais toi, tu as besoin de repos. Donc, c'est bien de pouvoir aussi aller se lâcher, pouvoir aller loin, etc. Et puis, ça coûte pas cher parce qu'il coûte zéro, hein, dans l'avion et au Club Med à moins de 2 ans, ça coûte zéro. Cela dit, euh, en fait, ma fille, tu vois, elle est née hier, j'ai l'impression. En fait, ça fait 11 ans maintenant. Et bah là, elle a 11 ans. Et je me dis, dans 7 8 10 ans, en tout cas, elle se dira, ah ouais, non, peut-être que là, je vais aller avec mes potes, tu vois. Et ça Mm. va vite, quoi. Et donc, euh, tu vois, je vais pouvoir me faire un gros kiff. Je suis allé. Le gros kiff, ça peut être un truc très cher dans un club med, dont je disais, à l'autre bout du monde, comme un truc simple. Mais ouais, ça coûte toujours un peu cher quand même. Mais l'année dernière, on a fait un gros voyage en Malaisie avec mes 3 enfants et ma femme. C'était du backpack, tu vois. Et à la fois, il y a des Mm. endroits où on était dans des cabanes dans la jungle et des moments où on était dans des beaux hôtels. Mais tu vois, ça coûte un peu d'argent. Et en fait, ça c'est là où je reviens sur l'argent, je m'en fous. Ce qui C'est la compte, c'est les liberté, quoi. expériences, c'est les libertés, c'est ce que tu mets dans la tête de tes enfants, ce qui découvrent le monde dans ta tête à toi, tes souvenirs, la vie, quoi, en fait. C'est ça le plus important. Et parce que là, on parle de vie et il y a toujours aussi ce sujet-là. La transmission, pour toi, ça a un rôle, enfin, c'est un driver important pour toi ou pas tant que ça, finalement? J'ai envie de dire oui et non. Je suis partagé entre. J'aimerais en tout cas, j'aimerais laisser à mes enfants un appartement. Euh, je sais pas, 25 30 mètres carrés dans Paris, si possible. Si je peux être à Les aider, 40 quoi. 40 40 45 c'est bien, tu vois, mais un truc, on va dire, qui vaudrait aujourd'hui un demi-million d'euros. Euh, Ils ont plus besoin de voiture, ils ont pas besoin de. Enfin, tu peux vivre sans tout ça. Donc, je pense que c'est plutôt leur laisser un toit. Mm. Et surtout, bah, suffisamment d'apprentissage, d'amour et de confiance en eux. Et les trois, je redis, hein, apprentissage, amour, confiance en eux, euh, qui font que, ils ont de quoi avancer dans la vie, qui se démerdent après, tu vois. Je pense que qu'ils soient pas Ils auront appris matérialistes non suffisamment. plus. Ouais. Et voilà, et qu'après, ils fassent leur vie en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et puis, s'ils veulent aller s'installer à des endroits moins chers ou faire d'autres choses, s'ils veulent travailler comme des oufs, ils pourront, et ils auront le background pour. S'ils veulent vivre une solo life en Corrèze, et ben, très bien pour eux, tu vois. Ok.
Donc les aider, disons les mettre à l'abri sur les besoins un peu minimum, mais comme tu dis, quoi, finalement, la plus grosse transmission, ce sera l'éducation, l'amour et Ouais. les souvenirs. Ok. Et de quoi être Mathieu, heureux. pour finir, Ouais. ouais, de quoi être heureux. Pour finir, du coup, peut-être en quelques mots, si tu avais un conseil, là, après tous les épisodes de la Martingale que tu as réalisés, plutôt sur le côté finances personnelles et liberté financière, pour les auditeurs, c'est quoi ton conseil number one? Écoute, je vais reprendre un épisode qu'on a fait récemment avec Arthur de Magma, que je recommande, qui est une newsletter dans laquelle on a pris des participations aussi, une société qu'on a rachetée il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, il faut comprendre le monde et les tendances. Et tu vois, même hier, j'ai enregistré un épisode avec un directeur d'investissement de chez Carmignac, qui me parlait de l'Amérique du Sud. Bon, eux, ils sont très sur la politique, les élections. C'est des zones assez instables, mais qui sont très volatiles. Donc, il y a de bonnes opérations à faire potentiellement. Et en fait, c'est un peu pareil partout. Déjà, quand quelqu'un te dit, quand tout le monde te dit que c'est une bonne affaire, il faut se méfier parce que c'est probablement trop tard. Ça peut être vrai et prouvé, mais c'est probablement trop tard. Et donc, il faut être capable de sentir, de dénicher. Et pour ça, il faut se mettre des alertes, il faut être curieux. Et voilà. Et si tu n'es pas comme ça, à ce moment-là, délègue, quoi. Tu vois, trouve un bon conseiller en gestion de patrimoine qui est transparent sur ses commissions, les performances, etc., en qui tu es certain de pouvoir avoir confiance et délègue. Si tu veux pas t'emmerder avec tout ça, c'est OK, hein, tu as le droit. Mais sinon, je pense que ceux qui sont là encore, après tout ce temps-là, ils veulent s'y intéresser. Faut être curieux, lire plein de choses. Tu vois, moi, après, c'est toujours mes interprétations. Mais au-delà de ça, récemment, je me disais, tu vois, un truc qu'on n'a probablement pas entendu dans les médias. Ça peut paraître loufoque, mais peu importe. En fait, je me disais, putain, les mecs qui sont à Tel Aviv, je devais aller en Israël pour les vacances là, à la Toussaint, et je me disais, et on avait un Airbnb. Et je me dis, Mm, mais ce mec-là, en fait, comment il va faire, tu vois? Enfin, tu as un mm, Airbnb, moi je l'ai annulé, mais en fait, tu as un emprunt, tu as un machin. Tu vois, bon, déjà, ça peut nous arriver. Tout ça pour dire que ça peut arriver à tout le monde aussi. Tu sais pas de quoi demain est fait. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je m'intéresse toujours à ces trucs qui sont de dire, tu vois, j'essaie de déconstruire mm. comment fonctionne un taxi, comment fonctionnent ces machins. Tiens, ce modèle économique, à Tel Aviv, ça fonctionnera plus. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ici? Comment, enfin, tu vois. Et, Ok. euh, et donc, c'est vraiment d'être curieux et de lire un peu le marché, les tendances et de comprendre. Et donc, ça passe par écouter ce qu'on fait là, écouter la martingale, lire des choses ailleurs, lire des newsletters et Oui, lire se le marché forger avant son les autres. opinion, en fait, c'est ça Ouais. que j'entends aussi en filigrane, hein, c'est... Et ouais. Et mettre du skin in the game. Quand tu lis, alors il y a des choses, des marchés qui sont difficiles à rentrer. Le marché des startups, par exemple, ben, avant, c'était au moins 100 000 euros qu'il fallait avoir. Maintenant, c'est plutôt 5 ou 10 si tu passes par des roundtables dont je te parlais tout à l'heure sur nos trucs. Donc, tu peux pas y aller avec 10 euros. En revanche, il y a quand même plein d'endroits où tu peux y aller avec enfin, des cryptos. Aujourd'hui, tu peux y aller avec 10 euros. Les actions, tu peux y aller Mm. avec 10 euros. Donc, commencer à te faire de la bourse sur eToro, je peux en citer d'autres, hein. Il y a Trade Republic, il y en a d'autres qui sont pas mes sponsors. Mais eh ben, tu peux y aller avec 10 balles par mois, tu vois. Ouais, donc t'essayes, en fait, c'est curieux, tu découvres, quoi, tu Mais découvres en oui, faisant. exactement. Et tu apprends et en fait, tu perds, tu gagnes. Moi, en crypto, j'ai perdu 100% de certains trucs sur des DAO complètement exotiques. Bon, bah, il se trouve qu'à mon échelle, c'était des tickets à 5 000 ou à 10 000. Ça m'emmerde. Mais quand je l'explique à mes enfants, ils me disent comment? Quoi? Combien? Mais voilà. Mais il se trouve qu'après aussi sur d'autres, eh ben, en crypto, c'était pareil. Tu vois, bah, tu as gagné les mêmes montants. Donc en fait, à peu près, ça va Mais t'as s'équilibrer. découvert, t'as appris. Exactement, j'ai appris. Je sais acheter des cryptos, un ledger, enfin voilà. T'es fin prêt. Eh ben, écoute, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup Clément. Et puis bah, à très bientôt. Merci de m'avoir reçu sur tout ça. C'était intéressant de parler. Je suis bavard, hein, mais au moins je crois que tu vois que je suis passionné. Ouais, c'est clair. Merci, Mathieu. Alors, j'espère que vous avez tous appris autant que moi sur cette interview riche et passionnante. Et si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rien rater.